Il y a deux grands risques pour les marchés. Alors, ça peut s'acter l'année prochaine, mais ça ne sera globalement qu'un début. Ce sont des grandes rotations, ce ne sont pas des choses qui se font du jour au lendemain. Il ne faut pas penser que ça se casse la figure du jour au lendemain. Mais ce sont des grandes rotations qu'il faut avoir à l'esprit en tant qu'investisseur. Cette grande rotation, c'est évidemment, elles sont au nombre de deux. C'est la grande rotation aujourd'hui dans, si vous avez un tracker monde, globalement, vous le savez, la part des États-Unis, de la capitalisation donc de la bourse américaine dans la capitalisation mondiale n'a cessé de croître ces dernières années. La force du dollar également y est pour beaucoup, mais également donc une concentration essentiellement dans des valeurs technologiques, dans des valeurs de croissance. Évidemment, la raison est à chercher dans une baisse chronique des taux et cet aspect-là, avec la sortie de la crise Covid, même si à ce stade-là, on peut penser qu'on est dans une transition, potentiellement, on est dans un changement de paradigme et on tendra vers une inflation linéaire. Alors il faut s'attendre bien entendu à une désinflation aujourd'hui, d'une inflation qui est essentiellement liée à la sortie du Covid et également à la guerre en Ukraine. Mais au-delà de cela, rester dans une inflation qui sera supérieure à celle que nous avons vécue ces 10 dernières années, ces 20 dernières années, et globalement, donc petit à petit, avoir un changement de cycle. Ce changement de cycle, ce n'est pas la première fois qu'il a lieu. Alors bien entendu, si vous avez démarré en bourse et si vous suivez la bourse depuis la crise des subprimes, vous n'avez connu rien d'autre que la suprématie des États-Unis, bien entendu, du dollar, mais surtout des valeurs technologiques. Or, si on regarde les valeurs technologiques que l'on a en France, par exemple, elles n'ont pas à rougir vis-à-vis de leur performance comparée aux États-Unis, mais c'est clair et net que les leaders mondiaux sont essentiellement aux États-Unis et que ce sont eux qui ont ramassé l'essentiel des flux et donc également l'essentiel des performances. Mais voilà, il faut également prendre en considération que quand on va regarder un DAX, quand on va regarder un CAC 40, il faut savoir que ce sont, ou un Nikkei globalement, ce sont des indices qui sont surpondérés en valeur cyclique, donc essentiellement des valeurs qui suivent le cycle et on va dire des grosses industries du vieux monde. Donc forcément, les valeurs technologiques ont des pondérations bien moindres dans ces indices, voire n'y sont pas du tout présents. Et donc forcément, même si vous avez eu des très belles performances sur des valeurs de croissance depuis les années 2010 également en France, ça passe un petit peu inaperçu dans l'indice de référence si on sort un petit peu le luxe et de cette définition de valeur de croissance technologique. Donc pour en revenir à nos moutons, donc le premier point, c'est donc la part grandissante, et ce n'est pas sur les 10 dernières années, mais je dirais, vous le voyez sur la partie gauche du graphique, c'est sur ces 10 dernières années que l'on a eu une véritable exponentielle et une accumulation et une accélération de la concentration des flux, des gérants, vers justement les marchés américains. Donc évidemment, on a eu la force du dollar qui a rameuté aussi de la performance. Et c'est donc là la pierre angulaire aujourd'hui où on se retrouve, quand vous achetez un tracker monde, vous vous retrouvez à avoir à détenir à peu près 60% du S&P. Et quand vous regardez à l'intérieur de ce S&P, vous avez à peu près 25% de sa pondération qui est liée à des valeurs technologiques. Donc, et ce pourcentage n'a cessé de croître. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, vous êtes dans une sorte de serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que plus les taux baissent, plus le dollar se renforce, plus on va chercher des valeurs technologiques, des valeurs de croissance, plus on concentre dans ces valeurs technologiques, ces valeurs de croissance, plus on se concentre également sur les États-Unis, et ainsi de suite, jusqu'à avoir finalement tout le monde qui a globalement les mêmes positions. Et c'est là où ça peut causer un problème, c'est un problème de liquidité. C'est-à-dire que si jamais, à un moment donné, on a des gros flux qui veulent sortir, eh ben, ça va coincer puisque les portes de sortie de secours n'ont pas été agrandies et seront un petit peu trop fines si on a voilà, ce genre de raz-de-marée humain où tout le monde veut sortir en même temps. Évidemment, si tel n'est pas le cas, ça va se diffuser au fur et à mesure du temps. Donc là, la première idée, c'est juste de se dire à un moment donné, il faut avoir un esprit contrariant, et bien entendu que ça ne se mettra pas en place du jour au lendemain, mais l'idée première, c'est de se dire, voilà, les États-Unis aujourd'hui sont certes la première puissance mondiale,
et c'est pas demain la veille qu'éventuellement ils perdront ce rang-là. Alors on peut penser et on peut jouer un petit peu dans l'idée, comme le fait Soros, qu'on est certainement à un changement de paradigme actuellement et de se dire que les États-Unis ont été trop surpondérés pendant trop longtemps, le dollar a été trop fort pendant trop longtemps, et on est certainement un petit peu dans les dernières jambes de force. Et ce qu'il faut s'attendre dans les prochaines années, c'est à une rotation, c'est-à-dire des flux. Il ne faut pas s'attendre à un effondrement. Je pars du principe que les États-Unis vont rester aujourd'hui économiquement et boursièrement parlant l'arbitre des marchés financiers mondiaux. On va continuer de regarder la Banque centrale américaine comme étant l'arbitre de tout cela. Mais petit à petit, voilà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on va certainement avoir des flux qui vont vouloir se rediversifier. Si les taux remontent, si le dollar justement s'affaiblit face aux autres monnaies, on va avoir cette rotation où on va retrouver un intérêt pour les marchés émergents, on va retrouver un intérêt pour l'Europe si la guerre se termine également, ça aidera à retrouver cet intérêt-là, et on va retrouver des flux. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne faut pas penser que ça va se casser la figure du jour au lendemain et que de 60% de capitalisation mondiale, les États-Unis vont passer à 50 ou 40% dans l'année à venir. Non, ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est les ordres de grandeur. C'est-à-dire qu'il suffirait que les flux qui sortent des États-Unis pour venir s'investir sur le Japon, sur les marchés émergents, l'Asie, l'Amérique du Sud, l'Europe également, si la guerre se termine, eh ben, il ne faut pas grand-chose globalement. Ça serait pouillemesque dans les 60% du marché américain, mais ça serait énorme pour les autres marchés, puisque ce sont des marchés qui sont beaucoup moins liquides que le marché américain, et où donc une part qui peut paraître négligeable pour les marchés américains qui sortent, mais qui arrivent sur ces marchés-là, fera énormément de variations. Et c'est exactement la même idée qu'il faut se dire quand on parle de la globalisation, la mondialisation. On parle très souvent de la relocalisation aujourd'hui d'un certain nombre d'industries. Et c'est vrai, mais ce qu'il faut bien prendre en considération, c'est que ça ne veut pas dire que c'est la fin de la mondialisation. Ce qu'il faut se dire, c'est que sur un ordre de grandeur de 100, dans la mondialisation actuelle, les relocalisations que l'on va avoir, ça va enlever peut-être 5% de la mondialisation. Mais ces 5%-là, en valeur, sont énormes pour les pays qui vont recevoir cette manne. J'avais parlé du Mexique il y a déjà une bonne année. On peut parler également d'un paquet de pays d'Asie du Sud, justement pour dérisquer la Chine. On avait parlé Vietnam, Thaïlande, Inde, et c'est surtout l'Inde qui est en train de récupérer la majorité. Mais voilà, ce qu'il faut bien se dire, donc, c'est bien prendre en considération ces ordres de grandeur, et bien se dire que finalement, des flux qui peuvent être peu impactants, des flux qui sortent, qui peuvent peu impacter les marchés américains, peuvent grandement impacter les autres marchés émergents qui sont beaucoup moins liquides après des années justement où on ne les a pas privilégiés. Donc ça, pour moi, c'est globalement le premier point, c'est de se demander jusqu'où n'est-on pas au bout de la suprématie boursière des États-Unis. Et donc, n'encourt-on pas un risque à aujourd'hui continuer de surpondérer les marchés américains et de ne pas se poser les bonnes questions pour ceux qui sont en investissement passif et qui achètent des trackers monde qui, en fait, en pensant être diversifiés, mais qui ne sont pas diversifiés puisque vous êtes à 60% sur le marché américain, qui lui-même est à 25% sur des valeurs technologiques. Donc, on sort de la diversification et ça commence à devenir très concentré. Donc ça, évidemment, c'est pour moi le premier point. Et le deuxième point qui va être important, donc, c'est quand on rentre en ligne de compte de ces trackers-là, c'est donc la gestion passive. Cette année 2022, ce qui a été très intéressant, c'est qu'on a eu donc ce début de rotation entre, voilà, privilégier à nouveau des valeurs cycliques. Donc on a vu de la surperformance des marchés émergents, des marchés européens, surtout sur cette fin d'année, et de la sous-performance des marchés américains, surtout du Nasdaq qui est lié technologique. Le Dow Jones, lui, est en surperformance puisqu'il est plus lié au vieux monde et donc à ces valeurs beaucoup plus cycliques. Donc c'est ça qu'il faut bien se dire. Et évidemment, il faut avoir la mémoire un petit peu plus longue que 2010 pour se rappeler que la bourse américaine n'est pas forcément celle qui surperforme tout le temps. La bourse européenne
a surperformé, notamment les marchés américains, des années 2003 aux années 2007. Lorsque la bulle Internet a explosé, justement, le marché a fait une rotation et est allé chercher des valeurs plus cycliques, value. Alors il faut faire attention de ne pas mélanger. Des valeurs value ne sont pas forcément cycliques. Vous pouvez même avoir des valeurs de croissance qui deviennent value parce qu'elles baissent tellement, mais elles arrivent à conserver leur mode de business, qu'elles baissent tellement à des niveaux de valorisation qui sont faibles par rapport à son business en cours et à venir qu'on peut les considérer comme value. Une valeur value, c'est juste considérer que c'est une valeur aujourd'hui qui a une valorisation sur le marché boursier qui est en deçà de ce que l'on va retrouver dans son bilan notamment. Donc après il y a plusieurs méthodes de calcul, bien entendu, on peut aller sur les comptes, les actifs propres, etc., les actifs nets, il y a plusieurs façons de calculer, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est bien ça. Donc une valeur cyclique également, c'est pas parce qu'elle cote en dessous de ses fonds propres que globalement elle est nécessairement value, il faut regarder aussi si le marché n'est pas en train d'anticiper qu'elle est juste en train d'être un mastodonte qui est en train de perdre de sa superbe, un mastodonte au pied d'argile, et que le marché est juste en train de la sous-valoriser parce qu'il considère qu'elle va continuer de décroître et de casser de la valeur future. Donc en fait, elle n'est pas sous-valorisée à ce moment-là pour le marché, c'est juste que le marché est déjà en train d'anticiper qu'elle ne va pas réussir globalement à s'en sortir et à récupérer de la valeur. Donc ça, voilà, c'est bien de se dire. Mais aujourd'hui, si vous prenez les marchés européens, le marché japonais par exemple, ou même le marché chinois, on peut considérer que ce sont des marchés qui sont très cycliques, avec beaucoup de cycliques, et ces cycliques, et à l'intérieur de ces cycliques-là, on a beaucoup de valeurs que l'on peut considérer aujourd'hui comme sous-valorisées. Et donc du coup, ce qu'il faut bien se dire, c'est que si on rentre dans un monde, si on change réellement de paradigme à long terme, et qu'on rentre dans un monde où certes, on va avoir une désinflation liée au Covid, liée à la guerre en Ukraine, mais on va continuer de conserver une inflation supérieure à 2 ou 3%, qui est considérée comme la normalité de ces 10-20 dernières années. Si on reste au-dessus de ces niveaux-là, ça veut dire que les taux baisseront en effet, probablement fin 2023 pour pouvoir contrecarrer une récession, mais resteront à des niveaux plus élevés que ce qu'on a connu comme politique taux zéro sur ces dernières années. Donc en gros, c'est quand même globalement un changement de paradigme. Je ne rentre pas dans le détail aujourd'hui de parler pourquoi on a des changements structurels qui sont déflationnistes ou inflationnistes. On peut parler de la démographie, on peut parler de la technologie, on peut parler d'un certain nombre de choses aujourd'hui où on peut débattre entre le fait si c'est déflationniste ou inflationniste, mais là on rentre vraiment dans le sujet de se dire ok, il y a deux grands risques aujourd'hui. C'est un, le fait qu'éventuellement il faut faire attention aujourd'hui à continuer de surpondérer les États-Unis parce que potentiellement le dollar peut s'affaiblir, les taux peuvent justement se remettre à baisser mais rester élevés. Et donc la récession qui arrive, qui peut être plus ou moins forte, peut accélérer cette rotation vers les valeurs cycliques et ce changement de flux, ce retour des flux, si le dollar évidemment se remet à être un petit peu faible, ça ne sera plus intéressant évidemment de rester sur les États-Unis pour les étrangers, mais ça sera plus intéressant de rapatrier une partie des flux tout du moins sur leur marché domestique et d'aller à nouveau chercher du côté des pays émergents. Il y a également toute la géopolitique qui rentre en ligne de compte, mais voilà, pour moi ce sont ces éléments qui sont importants. Et le deuxième élément qui est donc important, c'est bien de se dire et de se poser des questions quand aujourd'hui on achète des trackers, c'est que sur l'année 2022, c'est essentiellement les trackers et les buybacks qui ont soutenu les marchés et qui lui ont évité finalement de baisser plus. Parce que ce que l'on voit, c'est que les flux qui sont sortis, ce sont essentiellement des flux qui sont sortis d'investisseurs qui sont actifs et qui gèrent eux-mêmes leur portefeuille et qui ont également un certain nombre de fonds, mais qui choisissent de manière active et que ces fonds eux-mêmes choisissent des actions de manière active. Les flux ont continué d'être entrants sur les trackers, donc ce qu'on appelle des fonds passifs. Et donc ces fonds aujourd'hui et ces trackers, sur les 12 dernières années, de la même manière que l'on a concentré les portefeuilles sur les États-Unis, eh ben, on a concentré les portefeuilles sur une poignée de valeurs américaines. Aujourd'hui, la majorité de la capitalisation de la bourse américaine
et sur une dizaine, quinzaine de valeurs. Alors c'est en train de changer évidemment sur 2022, on a vu cette rotation avec le retour des valeurs énergétiques, la consolidation et la correction des valeurs technologiques, donc d'ores et déjà on voit que la pondération des valeurs technologiques a baissé par rapport à une augmentation de la valorisation des valeurs énergétiques. C'était ce qu'on avait pu anticiper, ce dont on avait parlé dans des vidéos déjà de l'année dernière comme étant voilà, l'aspect contrarien. Ben là, l'aspect contrarien, c'est d'aller un petit peu plus loin sur l'hégémonie aujourd'hui des États-Unis et potentiellement de commencer à être un petit peu contrarien pour le futur. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui se tourne en 2 secondes. Et donc le plus gros risque, évidemment, c'est de se dire, si jamais les flux commencent à devenir sortants sur des trackers, ça ne veut pas dire que le marché va se casser la figure, ça veut juste dire que comme ces trackers-là sont surpondérés en grosse valeur, que ce sont ces valeurs-là qui sont aujourd'hui les plus grosses pondérations des indices, et bien ça veut dire globalement que les indices, si vous regardez que les indices, vous aurez l'impression que les indices ont beaucoup de mal, que peut-être la bourse a de plus en plus de mal, etc. Et vous louperez le côté extérieur, qui sont toutes les valeurs qui ne seront pas dans l'indice et qui potentiellement se mettront à surperformer. Essentiellement des valeurs sous-valorisées, des valeurs cycliques, mais également des petites capitalisations. Donc c'est ça aussi, le deuxième grand danger, ça va être l'illusion des indices. Et si on a ces trackers-là, justement, qui commencent avec la récession, où on a des gens qui commencent à retirer leurs billes de leurs investissements passifs, parce qu'ils ont besoin de cet argent-là, et bien globalement, ça peut mettre une pression à la baisse sur les plus grosses pondérations des plus gros indices. Et donc, les trackers, éventuellement, ou la gestion passive, peut rentrer dans un cycle où il ne se passe pas grand-chose globalement et on va sous-performer par rapport à des gestionnaires qui vont être plus actifs. Rien de nouveau, si vous suivez la chaîne, bien entendu, depuis déjà quelques années, ça fait partie des thématiques avec un Roland, mais comme je vous l'ai dit, c'est des choses qu'il faut rabâcher, qu'il faut entretenir, qu'il faut garder dans un coin de sa tête, parce que c'est des choses qui ne se mettent pas en branle du jour au lendemain, ça se construit dans le temps, surtout ce sont des grosses tendances macro quand même. Et donc du coup, tout cela pour conclure que il ne faut pas oublier, et c'est ce que je répète souvent quand j'entends dire qu'il faut faire du DCA sur action ou du DCA sur crypto, et même du DCA sur tracker, qu'il ne faut pas oublier que si la bourse, en effet, statistiquement parlant, monte à long terme, vous avez tout de même des phases qui ne sont pas des petites phases dans la vie d'un investisseur, hein, où il ne se passe rien si vous investissez sur l'indice de base. Et là, j'ai pris le Dow Jones. Donc, on prend le Dow Jones, c'est quand même un indice qui est vieux monde, cyclique, etc. Alors certes, le monde a changé ces 20-30 dernières années, et on pourrait dire il faut aller vers des valeurs technologiques, etc. Mais non, restons conservateurs, parce qu'on va retrouver la même chose sur les valeurs technologiques, comme je vous ai dit, de 2003 à 2007, par exemple, ça peut vous paraître pas énorme, mais c'est essentiellement les marchés européens et les valeurs cycliques qui ont été surpondérés. Et à l'époque, ça s'appelait pas Arcelor, mais je me souviens également qu'il y avait plusieurs mines de cuivre, et je me souviens qu'il y avait des mines de cuivre que l'on allait payer 30 fois les profits. Or, aujourd'hui, quand vous allez prendre un sidérurgiste qui se paye 2 ou 3 fois les profits, on considère que c'est sous-valorisé, mais on reste sur ces sous-valorisations-là, le marché ne revalorise pas. Donc, il y a un cycle à tout, et il ne faut pas sous-estimer que lorsqu'il y a du flux, lorsqu'il y a des liquidités qui vont sur un secteur, eh ben, il faut changer de disque, il faut changer de paradigme dans le sens où il faut accepter qu'à un moment donné, un ArcelorMittal, éventuellement, si on est dans le cycle et dans l'alignement des planètes, se paiera éventuellement 20 fois les profits. C'est pas parce que ça recotera 10 fois au-dessus les profits qu'il faudra justifier qu'à ce moment-là, c'est redevenu cher par rapport au fait que sur les 10 dernières années, ça n'a jamais dépassé 10 fois les profits. Donc c'est bien ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut considérer et effacer tout ce que vous pensez être cher ou pas cher dans vos définitions, tout ce que vous pensez comme qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas. C'est un biais psychologique que de penser que tout ce qui s'est passé ces 10 dernières années ou ces 12 dernières années sur les marchés va continuer à se passer sur les 12 prochaines. Il faut faire attention par rapport à ça et au changement de cycle. Et donc pour revenir à notre photo du Dow Jones, vous voyez bien que vous avez des périodes de 10, 15, 20 ans où globalement le marché ne fait rien. Alors bien sûr, il zigzague, mais pour un investisseur passif qui ne cherche pas à timer le marché, globalement, c'est des années où vous faites zéro.
Et vous faites encore moins que zéro, parce qu'il faut sous-traiter à cela l'inflation. Donc il ne faut pas sous-estimer l'inflation, même si votre inflation est à 2 ou 3% pendant 10 ans, les intérêts composés fonctionnent contre vous et vous perdez quasiment la moitié de votre pouvoir d'achat de portefeuille. Donc il ne faut pas sous-estimer ça. Et ce sont des périodes où, forcément, ces 12 dernières années, tout le monde n'a juré que par l'investissement passif et pour nous expliquer justement que les gérants ne servaient à rien et qu'ils sous-performaient l'indice de référence. Sauf que ça aussi, c'est un cycle. Et éventuellement, nous sommes aujourd'hui peut-être en train de rentrer dans un nouveau cycle où la gestion active va à nouveau donner de la surperformance par rapport à une gestion passive. Donc c'est ça qu'il faut bien prendre en compte. Et ça, pour moi, ce sont des éléments qui ne sont pas nouveaux, mais qui petit à petit sont une lame de fond et qui, certains événements viendront accélérer ou décélérer le mouvement, mais ça fait partie de ces changements macro qu'il faut avoir en tête. Garder un esprit contrariant, mais dans l'idée, c'est de se dire, on ne se jette pas là-dedans du jour au lendemain. On sait très bien que ce sont des processus qui sont longs et qui se mettent en place dans la durée. Et il ne faut pas sous-estimer également que dans ces grosses vagues qui se mettent en place, vous avez des sous-vagues, et que donc vous pouvez avoir des rebonds des valeurs de croissance de 20 ou 30% à l'intérieur de ces sous-vagues, et c'est exactement ce qu'on a joué avec le pivot de la Fed tout au long de cette année, à 2 ou 3 reprises sur ces valeurs de croissance. Ça ne veut pas dire que ce ne sont que des sous-vagues de rebond dans une tendance globale, une vague scélérate globale, qui est en train d'émerger et qui potentiellement sera le nouveau normal que l'on connaîtra sur, je ne sais pas, la prochaine décennie. Donc évidemment, tout cela, moi je rentrerai plus dans le détail, mais là c'est une vidéo un petit peu pour sortir la tête du guidon et se projeter sur cela. Et surtout, le message en tant qu'investisseur, c'est de bien faire attention à l'erreur majeure qui est de projeter ce qui s'est passé dans le passé et ce qui a fonctionné pour vous dans le passé sur le futur, et donc de penser qu'en réalisant exactement les mêmes choses, vous aurez exactement les mêmes résultats. La réalité peut être grandement différente. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager également sur les réseaux sociaux si elle vous a plu, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je me ferai une joie de vous répondre et à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les autres vidéos. Salut les graphes.